bonjour à tous. Je vais vous parler de métamorphose. Je vais vous parler de ce qu'on a fait hier, nos réalisations et de la croissance que Outscale a connue entre 2025 et 2026. Je vais vous parler de ce qu'on vit aujourd'hui, une crise structurelle. Je vais revenir aussi sur cet élément de crise structurelle. Et puis, je vais vous parler de la transformation de la chrysalide en papillon autour des AI Factory et de l'évolution des services cloud d'Outscale. D'abord, ce qu'on a fait en 2025 et 2026, ça a été des moments de croissance très importants. On a ajouté plus de 1200 serveurs, des centaines de GPU supplémentaires, des nouveaux data centers qui ont été ouverts un petit peu partout pour soutenir cette croissance qui, globalement, est de 40% sur l'ensemble de tout ce qu'on a fait en 2025-2026, sur les 12 derniers mois. Mais c'est aussi des croissances qui sont explosives. On a fait x6 sur les containers et sur l'usage des containers au sein d'Outscale. On a fait plus de x4 sur l'usage effectif des GPU, forcément tiré par les usages d'IA. Mais c'est aussi vrai sur le stockage, où on a plus que doublé le stockage objet qui est géré, et des croissances qui sont très importantes à la fois sur le cloud non régulé et sur le cloud régulé, avec plus du doublement de ce que l'on héberge sur le cloud régulé. Tout ça, ça a été fait notamment grâce à l'introduction de nouveaux backbone réseaux, de beaucoup de déploiements et au travers d'un certain nombre de maintenances. Et effectivement, un certain nombre de services ont pu être perturbés par le passé du fait de ces maintenances, on s'en excuse. Mais on l'a fait pour de bonnes raisons, et notamment pour améliorer la qualité de service et la performance des services qu'on délivre. Dans les réalisations 2025 des 12 derniers mois, il y a eu un gros travail des équipes, et je tiens à souligner et à remercier l'ensemble des équipes qui sont mobilisées pour améliorer ce niveau de service. C'est en particulier vrai sur l'API, gros travail sur l'API. On est passé, grosso modo, on a réduit de 80% les temps d'indisponibilité pour cause d'upgrade. Un upgrade aujourd'hui prend à peu près 18 minutes sur l'API. On était à plus de 2 heures il y a 12 mois. On a également fait un énorme travail sur la performance de l'API. On est capable de créer des VM en moyenne en 50 secondes, de démarrer des VM en 20 secondes, et on a des clients qui, grâce à des technologies de Nested VM, démarrent des VM en quelques millisecondes. Donc on peut démarrer des ressources en quelques millisecondes sur le cloud d'Outscale, c'est faisable. Troisième sujet sur lequel on a énormément travaillé, c'est la stabilité d'OS. On a réduit de 80% les indisponibilités de l'API OS, du stockage objet, et on a amélioré la performance d'OS, du stockage objet, multiplié la bande passante par 3 sur OS, et à tel point qu'on relève en fait aujourd'hui les recommandations d'usage de OS. On passe de 10 millions à 30 millions d'objets par bucket. Dans notre documentation, les recommandations d'usage vont être mises à jour incessamment. On va passer de 300 calls par seconde à 1000 calls par seconde en get et à 800 calls par seconde en put dans les recommandations d'usage. Tout ça dans le prix actuel, sans modification de tarification. On voit d'ailleurs sur le petit graphe en bas le moment où on a fait ces upgrades, où on a effectivement une stabilité et une amélioration de la latence, à la fois dans l'upload et dans le download, qui a été fait sur OS. Énorme travail de l'ensemble des équipes sur le sujet. Ces travaux-là vont continuer, vont se poursuivre. On a encore des endroits où on peut s'améliorer. On va continuer l'amélioration et je le redétaillerai un tout petit peu plus tard sur les évolutions des services cloud qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une problématique qui est structurelle. Vous le savez déjà, mais je vais le répéter pour être sûr que ce point-là est bien compris par tout le monde. L'IA a aussi des impacts. L'IA génère une utilisation de la mémoire très importante et crée des tensions sur la supply chain. Pourquoi ça crée des tensions sur la supply chain? Parce que la mémoire qui est utilisée par les GPU en particulier sont des mémoires à plus forte valeur et les fabricants de mémoire se sont focalisés sur la production de ces mémoires-ci.
et n'ont pas augmenté leur capacité sur les mémoires plus traditionnelles de serveurs. Ça génère quoi? Ça génère des délais dans les livraisons, une augmentation des prix, et cette augmentation des prix, elle est énorme. Depuis décembre à aujourd'hui, les composants mémoire ont été multipliés par 10 en termes de prix sur le marché. Forcément, ça va avoir des conséquences, et ça va avoir des conséquences sur les prix que nous pratiquons. On n'a pas le choix que de tenir compte de ces tensions structurelles. Et ce sont des tensions qui sont structurelles parce qu'elles ne vont pas s'améliorer juste demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelle usine qui est en train de sortir en 2026, il n'y en a pas de nouvelles qui sortiront en 2027, et il n'y a pas de modification de la politique des fabricants de mémoire pour réorienter leur production de mémoire rapide, les HBM, vers la DDR, qui est la mémoire pour les serveurs. La conséquence pour vous et pour nous, c'est que forcément, les prix vont devoir augmenter. On travaille sur ce sujet, on travaille pour assurer aussi que les clients avec lesquels on travaille le mieux, les plus fidèles, auront un impact le plus faible possible de ces augmentations. Je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui une augmentation des prix, on va pendant l'été retravailler notre politique tarifaire et on va faire en sorte que tout ça soit le plus lissé possible et impacte les nouvelles générations, mais impacte aussi un petit peu les anciennes générations, de façon à ce qu'il n'y ait pas une explosion des prix qui se fasse sentir dans le futur. Lorsqu'on sera prêt, probablement pendant l'été ou à la rentrée, on vous expliquera tout ça en détail, de manière tranquille, mais cette tension structurelle a des impacts pour nous, et ça en aura pour vous forcément. On a vu hier les réalisations. On a vu aujourd'hui ce à quoi on est confronté, et je vais maintenant vous parler de la projection sur la problématique qu'on a eu à traiter en fin d'année dernière et qui guide les déploiements qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est lié à l'IA et sont les nouveaux défis auxquels on doit répondre. D'abord, il faut qu'on passe à l'allocation on va dire, dynamique en fonction de l'usage. Aujourd'hui, lorsqu'on alloue des ressources, elles sont allouées de manière statique, en particulier les GPU. Quand vous voulez des GPU, il faut qu'on vous alloue des GPU, mais ça n'est pas lié à l'usage. C'est-à-dire que l'usage que vous allez en faire, si vous avez 8 GPU, si vous n'en utilisez qu'un, vous payez quand même pour les 8. Pour nous, c'est génial. On est sold out, on a vendu tous nos GPU, tout est utilisé, tout est alloué, sauf que à la fin, l'usage n'est pas forcément au rendez-vous. Et finalement, c'est quand même pas bon pour nous, parce qu'on a un rôle à jouer pour améliorer ça et passer à cette allocation dynamique. D'autant plus que nous sommes utilisateurs de nos propres solutions d'IA au travers de la 3D Experience Platform. On a une nécessité pour Dassault Systèmes d'améliorer ce dispositif-là et de ne pas impacter avec des coûts explosifs l'ensemble de notre chaîne d'IA. Le deuxième défi, c'est gérer la complexité des déploiements. Quand on est sur plein de data centers, on va mettre des GPU un peu partout. On est tout le temps sous-optimal ou en surcapacité. Ça ne va jamais et il fallait trouver une solution là-dessus. Il faut propulser l'IA de Dassault Systèmes et il faut gérer à la fois des problématiques d'inférence, d'entraînement, alors pas d'entraînement de LLM, on ne va pas faire d'entraînement de LLM, on va faire de l'entraînement de petits modèles verticalisés qui répondent à des problématiques verticales et propulser les agents. La réponse d'Outscale, c'est de créer, au-delà du IaaS traditionnel de ce que fait Outscale, de nouvelles solutions cloud, ce qu'on appelle les Outscale AI Factories, qui vont répondre à la fois à des problématiques de stockage, mais cette fois-ci de stockage haute performance. Stockage haute performance avec une caractéristique, c'est qu'il possède un défaut majeur, c'est qu'il oublie. C'est une volonté que de doter ce stockage de la maladie d'Alzheimer. C'est pour qu'on soit sûr de ne rien stocker dans les AI Factory et que finalement le stockage, la persistance de la donnée soit réalisée au sein du IaaS, là où on a toutes les certifications, là où les clients ont leurs données et là où on est en mesure de garantir ce cloisonnement. On va pouvoir utiliser l'AI Factory comme un tuyau, au passage, faire du calcul et restocker la donnée dans le IaaS, là où tout le reste des données du patrimoine est garanti. Ce sont des composants
qui sont des composants adaptés à l'IA. On a travaillé avec NVIDIA, on est allé voir Jensen l'année dernière, en juillet, avec Florence notamment, et on est sorti de ces discussions avec NVIDIA avec une architecture de référence qu'on a décidé d'implémenter avec NVIDIA, en partenariat avec Bull, de façon à disposer de ces composants à l'état de l'art. On va parler de GB200 et de GB300, mixés avec du H200. On pourra en reparler, pas forcément là, mais ce sont tous ces composants-là qui vont être orchestrés dans cette AI Factory. C'est aussi une ségrégation physique et logique, de façon à vous garantir que vous aurez votre endpoint d'IA, de LLM, qui sera dédié uniquement pour vous et qui assurera un cloisonnement de la réponse et une sécurité finalement du calcul qui sera fait au sein de nos AI Factory. C'est un control plane qui va permettre d'accéder à un réservoir de modèles où on va avoir accès à la fois au modèle NIMS de NVIDIA, on va retrouver du Nemotron par exemple, mais c'est aussi les modèles avec lesquels on travaille déjà, comme Mistral aujourd'hui. Nous introduirons Aleph Alpha et Lighton dans ces réservoirs de modèles, de façon à compléter cette offre de souveraineté et aussi permettre dans une AI Factory d'avoir accès à du Llama, à de l'OpenAI également. Au-delà de ce réservoir de données, ce seront des zones souveraines. Je vais vous redétailler un petit peu aussi le déploiement entre les zones internationales et les zones souveraines. Ce sera une plateforme agentique qui sera multimodèle et on va permettre aussi une élasticité maximale en zone internationale. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On le fait en fait à travers deux choses. Premier déploiement qui est en cours, les AI Factory en Europe, dans une zone internationale et dans une zone qui sera Secnum Cloud à terme. On déploie également aux États-Unis et en Asie 2 autres AI Factory qui vont nous permettre d'assurer du backup entre les zones internationales. Pas avec Secnum Cloud, évidemment. On ne va pas s'amuser à faire du Secnum Cloud en Chine ou au Japon ou aux États-Unis, etc. La zone Secnum Cloud restera parfaitement cloisonnée et autonome. On va introduire 2 choses qui sont importantes. La possibilité de faire du burst sur des hyperscalers et des néoclouds. L'objectif pour nous, en fait, c'est de pouvoir dire si effectivement on n'arrive pas à fournir la capacité au travers de nos propres capacités d'AI Factory, il y a possibilité de déborder sur des néoclouds et des hyperscalers. Cette capacité-là, il faut qu'elle soit totalement transparente, c'est-à-dire qu'on vous le dise exactement quand est-ce que la donnée va transiter ailleurs, et évidemment, elle ne sera pas disponible dans des zones souveraines de façon à ne pas prendre de risques sur là où peut transiter la donnée. Mais il y a un dernier élément sur lequel on est en train de travailler, c'est les clients qui ont déjà acheté des fermes de GPU, ou les clients qui ont des données qui sont trop grosses pour être transportées dans le cloud, ou des clients qui ont des données qu'ils ne veulent pas, qui se baladent même dans une zone Secnum Cloud. L'objectif, c'est qu'on puisse aller amener le calcul, en l'occurrence le training, auprès de ces fermes de GPU. Donc on est en train de travailler sur un protocole qui va nous permettre d'amener le calcul qui sera fait pour faire du training et de renvoyer les données là où elles doivent être persistées, en l'occurrence dans des zones qui vont être soit internationales, soit souveraines, afin d'apporter cette sécurité de la donnée. Tout ça, on le développe initialement pour Dassault Systèmes. On va le rendre accessible pour l'ensemble des clients dans le courant du premier semestre 2027. C'est volontairement large, le premier semestre 2027, ça va du 1er janvier au 30 juin de l'année, mais ça sera ouvert, on est en cours de déploiement, tous ces développements sont en train d'être faits, d'abord disponibles pour Dassault Systèmes, puis ouverts à l'ensemble des clients d'Outscale. Le deuxième grand thème d'évolution des services à Outscale, c'est autour du IaaS, on va dire, plus traditionnel. Le IaaS plus traditionnel est en train aussi de se transformer. On va introduire un certain nombre de changements qui sont fondamentaux.
Sur les maintenances API, on vise d'aller à 0 temps d'indisponibilité des API outscale, de façon à ce que nos capacités d'upgrade, de modification, de maintenance passent inaperçues pour vous. On va mettre en œuvre un nouvel IAM avec pas mal de nouvelles fonctionnalités sur ce nouvel IAM. Cette nouvelle IAM permettra de ne plus avoir de jonglage entre comptes, plus besoin d'appeler le support pour gérer des accès. Vous serez totalement autonome pour gérer vos projets, vos rôles, vos propres utilisateurs internes. Et vous pourrez directement switcher de profil sans avoir à changer d'identité. On introduira un contrôle d'accès jusqu'à la ressource ou aux actions. Et par exemple, ça vous permettra à certains comptes de créer des VM, mais d'interdire à certains autres comptes de faire aussi des créations de VM. Les policies qu'on va mettre en œuvre intégreront également des conditions. Par exemple, pour que certains profils fonctionnent quand ils viennent d'une adresse IP externe, d'une manière différente de quand ces profils se connectent depuis une adresse IP interne. On va également offrir une gouvernance centralisée et une capacité d'extraction des données qui vous permettra de réaliser vos audits de manière autonome sur l'ensemble des accès que vous avez réalisés sur toutes vos ressources. Et quand je dis ressources, ça veut dire que ça va être à la ressource, à la VM, au fichier sur cette IAM. On va aussi introduire des comptes machines avec un cycle de vie adapté aux machines par rapport au cycle de vie qui est adapté aux humains. Et enfin, on va introduire des notions de frontières qui permettent de mettre en place des barrières ou des règles infranchissables de façon à constituer un filet de sécurité, de gouvernance dans la façon que vous allez avoir de gérer vos ressources ou de le déléguer à certains de vos utilisateurs. L'objectif pour nous est de rendre ça accessible d'abord pour ce qu'on appelle OKMS, donc la gestion des clés, et OOS, de façon à que ça soit disponible sur la gestion des fichiers, mais que ça puisse permettre sur la gestion des clés d'aller vers le Bring Your Own Key. C'est très important parce que si on veut pouvoir faire du chiffrement additionnel, je vous rappelle que les données chez Outscale sont chiffrées de manière systématique sur le stockage qui est chez nous, mais on va pouvoir vous offrir un chiffrement avec vos propres clés. Pour pouvoir le faire, il faut que ce contrôle d'accès soit disponible, et ce contrôle d'accès soit disponible à la ressource. Ça, ce sera donc en bêta en fin d'année, et ce sera release l'année prochaine sur OKMS, la gestion des clés, et sur le stockage objet. Dans un second temps, arrivera cette solution-là sur le stockage bloc, de façon à ce qu'on ait aussi l'ensemble de ces dispositions qui soient disponibles sur le stockage bloc. Sur le stockage objet, j'y reviens, on est en train de redévelopper la tête S3 pour améliorer encore la performance. On va passer sur des load balancers qui sont physiques et on va pouvoir faire une offre haute performance sur le stockage objet pour aller très au-delà de ce que l'on fait aujourd'hui dans l'offre entre guillemets standard, qui s'est déjà nettement améliorée par rapport à ce qu'on connaissait. Sur le stockage bloc, cette fois-ci, on introduit des imports-exports accélérés, le snapshot synchrone, et dans un second temps, une nouvelle offre de stockage bloc haute performance, très adaptée à la gestion des bases de données, et notamment lors des utilisations qui pourraient être faites pour faire de l'IA. Sur OKS, donc la partie Kubernetes, on a comme ambition de déposer notre J0 en septembre, on va voir si on est capable de le faire, mais l'objectif c'est d'aller vers la certification de la couche de containerisation. Pour rappel, OKS est déjà ISO 27001 et HDS et supporte déjà aussi les GPU de toutes les générations qui sont disponibles chez Outscale. On introduira également le support d'IAM-v2 sur OKS, de façon à ce que cette gestion des fines des identités et des autorisations puisse être faite aussi au niveau des containers. Au niveau des nouveaux services, des éléments qui sont importants aussi pour supporter les nouveaux cas d'usage, nous allons introduire des bases de données managées. Certaines, on va les faire avec nos propres solutions. Donc on a une solution interne d'Assosystem qui va être mise à disposition. C'est une base de données qui est une base de données SQL,
distribuée, haute performance. Et on introduira au travers de collaborations avec des partenaires d'autres types de bases de données. Et je ne vais pas donner plus de détails pour le moment sur ces bases de données-là, mais dans un premier temps, base de données distribuée, SQL, managée par Outscale. On finalise en ce moment les interconnexions avec AWS pour les gens qui veulent faire effectivement du et, de façon à avoir une interconnexion directe entre les data centers d'Outscale et d'AWS. Mais on finalise aussi l'interconnexion avec Renater de façon à avoir une interconnexion avec le réseau interministériel de l'État qui sera disponible dans le courant de cette année, de façon à faciliter les échanges, notamment pour les services publics et les administrations. À plus long terme, on introduira un nouveau VPC. Ce VPC apportera une résilience très supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a déjà commencé à améliorer. On a une étape d'amélioration aussi sur la stabilité des VPC qui va avoir lieu dans le courant de septembre-octobre probablement, pour que les relances automatiques de VPC soient très transparentes et ne posent plus les problèmes que ça peut poser aujourd'hui. Mais la résilience complète des VPC sera introduite en 2027, probablement fin 2027, sur cette nouvelle génération de VPC. Et on introduira également, dans le courant de l'année 2027, la Transit Gateway. Et nous travaillons déjà sur l'introduction d'accélérateurs hétérogènes. Alors ça concerne les iFactory. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où on va pouvoir vous offrir des endpoints sur des modèles, finalement l'accélérateur qui est utilisé derrière est moins important, même s'il peut y avoir des optimisations. Mais l'objectif est toujours d'être dans cette autonomie stratégique, de pouvoir disposer de plusieurs types d'accélérateurs. Et on verra si on est en mesure d'introduire des accélérateurs aussi européens. Il y a des acteurs qui sont en train de se lancer. Notre objectif, si on est en mesure de faire quelque chose d'industriel avec des acteurs européens, ce sera de les introduire aussi dans l'écosystème de Service Cloud d'Outscale. Enfin, ce sont les nouveaux paradigmes. J'ai parlé des iFactory, Philippe est revenu sur l'émulateur quantique. C'est l'émulateur quantique de Bull qu'on met en marketplace. Il a quelques avantages, cet émulateur quantique. On est capable de programmer des circuits, à la fois d'émuler un ordinateur analogique, de faire des circuits quantiques universels, de faire de l'annealing. Donc ça permet vraiment de faire 3 types d'utilisation quantique différentes. Et ça permet à la fois d'émuler l'exécution de ces circuits quantiques, mais ça permet aussi et surtout, je dirais, de faire l'optimisation de la compilation, puisque la compilation et l'optimisation de la compilation permet de réduire le passage par les portes et donc de réduire les taux d'erreur qu'on doit corriger et sur lesquels on doit lutter quand on fait du quantique. La raison pour laquelle on n'a pas introduit de QPU, c'est-à-dire de processeurs quantiques plus tôt, c'est qu'avec les discussions qu'on a avec l'ensemble de l'écosystème, on a le sentiment que l'avantage quantique arrivera entre fin 2027, début 2028, probablement dans l'année 2028, peut-être un peu de retard, mais que cet avantage-là va arriver dans les 24 mois à venir. C'est à ce moment-là que nous investirons pour mettre à disposition des QPU. Et en attendant, l'émulation permet de se préparer. L'émulation permet aussi de tester la correction d'erreurs, qui est le plus gros défi sur lequel la technologie quantique doit encore progresser pour devenir industrielle. Et enfin, tout cela ne serait pas possible sans un écosystème de partenaires. Cet écosystème est important pour 2 raisons. D'abord parce qu'on fait les travaux avec ses partenaires. C'est important aussi parce que notre autonomie stratégique, elle vient du fait qu'à chaque fois qu'on a un sujet, on a au moins 2 chemins. Pas un seul, parce qu'effectivement, on n'est pas, nous, constructeurs de CPU, pas encore, ça viendra peut-être un jour. On n'est pas constructeur de carte mère, on n'est pas constructeur de disques qui tournent ou de SSD, et donc il faut qu'on s'associe avec des gens qui savent le faire, qui savent bien le faire, et toujours avoir en tête d'avoir cette autonomie stratégique, d'avoir les 2 chemins. C'est moins bon pour l'optimisation d'achat, mais c'est bien meilleur pour l'autonomie stratégique et notre capacité à garantir que les choix qu'on fait sont pérennes dans le temps.
Je vais en citer quelques-uns. J'ai parlé du stockage, c'est DDN et Everpure sur les iFactory, c'est NetApp et Everpure et Scality sur le IaaS d'Outscale. Sur les serveurs Supermicro, Cisco, nous travaillons également avec Bull sur leurs serveurs, mais aussi sur la QLM et aussi sur l'intégration de les iFactory. Sur les CPU et GPU, c'est AMD. On a des CPU AMD, on a des CPU Intel, et on a des GPU AMD et des GPU NVIDIA. Voilà, je m'arrête là sur l'ensemble de cet écosystème, mais cet écosystème est très important. C'est avec vous que l'on construit cette autonomie stratégique, et c'est avec vous que cette métamorphose va se concrétiser et sera disponible pour les AI Factory, notamment début 2027. Je vous remercie.